Dans la seconde moitié du XIXe siècle, Monet, Van Gogh, Gauguin ou Bonnard vont connaître la révélation de l'art japonais. Cette rencontre va bouleverser la peinture occidentale. Comme le note alors un critique, « Il a fallu l'arrivée parmi nous des albums d'estampes japonaises pour que quelqu'un osât s'asseoir sur le bord d'une rivière, pour juxtaposer sur une toile un toit qui fut hardiment rouge, une muraille qui fut blanche, un peuplier vert, une route jaune et de l'eau bleue. » Les impressionnistes, puis les avant-gardes de toute l'Europe vont succomber à cette mode, à cette passion, le japonisme. En moins de 50 ans, le japonisme va submerger tous les arts, de la peinture aux arts décoratifs, de l'opéra à la danse. Cette histoire débute en 1853 avec l'intrusion de la flotte américaine dans la baie de Tokyo, interdite aux navires étrangers depuis 2 siècles. L'année suivante, les États-Unis contraignent les Japonais à signer un traité de commerce. Ils seront suivis par toutes les grandes nations européennes. Les échanges se développent. Lacs, porcelaines et estampes commencent à affluer à Paris. Dans les années 1860, l'atelier du photographe Félix Nadar, boulevard des Capucines, est un des hauts lieux de la vie parisienne. Sur la façade, Nadar a fait installer la première enseigne lumineuse de la capitale. Charles Baudelaire, Sarah Bernhardt ou Alexandre Dumas défilent devant l'objectif de Nadar, le portraitiste le plus réputé de la capitale. Jules et Edmond de Goncourt, écrivains et chroniqueurs mondains, sont parmi les premiers à collectionner les arts japonais qu'ils découvrent dans une boutique de la rue de Rivoli. J'ai acheté l'autre jour, à la porte chinoise, des dessins japonais, imprimés sur du papier qui ressemble à une étoffe qui a le moelleux et l'élastique d'une laine. Je n'ai jamais rien vu de si fantastique, de si admirable et poétique comme art. Dans le bric-à-brac de cette boutique, les estampes et les bibelots exotiques côtoient les œuvres rares. Parmi les clients de la porte chinoise, on trouve un ami des frères Goncourt, l'écrivain Émile Zola. Il décrit ainsi leur collection. On se croirait dans un petit musée devant les vitrines, les étagères, les râteliers. Je ne m'aventurerai que dans un dénombrement rapide. Les Netsuke,
ces petites sculptures d'ivoire ou de bois, d'un travail si précieux et si vivant, les porcelaines, vases, coupes, puis les sabres, ces délicieux petits sabres qu'on pourrait appeler les bijoux du suicide. Enfin, dans une vitrine, les bronzes, des pièces rares qu'Edmond de Goncourt a choisies au déballage des caisses qui arrivent de l'Extrême-Orient. Accumulation, préciosité, les vitrines des Goncourt ressemblent à celles de la riche collectionneuse Clémence d'Ennery. Le tout Paris des arts et de la politique, de Gounod à Gambetta, fréquente l'hôtel particulier de Madame d'Ennery et s'émerveille devant ses bibelots japonais. Au Japon, en 1867, un nouvel empereur accède au trône. L'ère Meiji commence. L'Occident conquérant va être à son tour conquis par l'art japonais. À Paris, cette année-là, les visiteurs qui parcourent l'exposition universelle découvrent pour la première fois des objets d'art japonais. La foule se presse devant ces nouveaux cabinets de curiosité. Dans toute l'Europe, ce qu'on appelle encore les japonaiseries rencontre un incroyable succès. Avatar de l'orientalisme, cette mode séduit de nombreux peintres. À Bruxelles, à Londres ou à Paris, la bourgeoisie s'entiche de ces toiles exotiques signées James Tissot, Alfred Stevens ou John Singer Sargent. Le Japon envahit l'imaginaire européen. La figure de la geisha devient le symbole de ce pays rêvé. Elle s'affiche partout. À la fois inaccessible et voluptueuse, elle habite les fantasmes de la bourgeoisie occidentale. Le critique d'art Philippe Burti sera le premier à employer le mot de japonisme, qui désigne tout à la fois le goût pour les arts du Japon, leur imitation ou encore leur influence sur les œuvres occidentales. Mais cette mode suscite de nombreuses critiques. Le Figaro écrit « Le japonisme est en effet plus qu'une fantaisie, c'est une passion, une religion, une toccade. Mais encore, si les amateurs de japonais, les japonistes, nous donnaient, nous peignaient un Japon véritable, vivant, point du tout. La plupart de ces artistes ne connaissent guère le Japon que par les albums d'estampes ou par quelques bibelots achetés rue Vivienne. » L'engouement pour le Japon ne concerne pas que les peintres. Camille Saint-Saëns, filmé ici par Sacha Guitry, compose à cette époque un opéra intitulé « La Princesse jaune ». Dans son lointain mystère, un pays vermeil, éclair rayonnant que la terre a pris au soleil. C'est la première fois en France qu'une création musicale évoque le Japon, ou plus exactement sa représentation. Comble de l'idolâtrie, Cornelis, le héros, provoque la jalousie de sa promise en tombant amoureux d'une geisha sur une estampe japonaise. Dans le studio de Nadar, Édouard Manet se fait tirer le portrait.
Le peintre est devenu une célébrité, détesté par les anciens, célébré par les modernes. En 1868, Manet peint le portrait d'Émile Zola. À la gauche de Zola, un paravent japonais ferme l'espace. Sur le bureau encombré de l'écrivain, un livre bleu ciel. C'est sur Manet. Zola l'a rédigé pour défendre son ami, le peintre de la scandaleuse Olympia. Au-dessus, la reproduction du tableau de Manet est figurée aux côtés d'une estampe japonaise. Celle-ci témoigne de cette source d'inspiration si bien comprise par Zola. Dans la lumière diffuse, la justesse des tons établit des plans, remplit la toile d'air, donne la force à chaque chose. On a dit par moquerie que les toiles d'Édouard Manet rappelaient les gravures d'Épinal. Il serait plus intéressant de comparer cette peinture simplifiée avec les gravures japonaises qui lui ressemblent par leur élégance étrange et leurs taches magnifiques. Dans un tableau intitulé « Un atelier aux Batignolles », le peintre Henri Fantin-Latour a représenté un groupe de jeunes artistes aux idées novatrices. On reconnaît Pierre-Auguste Renoir et au fond à droite, Claude Monet. Ils observent leurs aînés, Manet devant son chevalet et Émile Zola. À la gauche de Manet, Fantin-Latour a figuré deux influences possibles pour ces peintres d'avant-garde. Le moulage de la déesse Minerve, c'est l'Antiquité. À côté, le pot en grès japonais évoque cet art lointain, synonyme de nouveauté. Renoir, Degas, Monet et tous ceux qu'on surnomme alors le groupe des Batignolles admirent l'Antiquité, mais ne supportent plus ceux qui l'ont embaumée. Les tenants de l'art officiel sont tournés vers les sujets du passé. Manet, à propos d'une bataille peinte par Ernest Meissonnier, lâche avec ironie « C'est vraiment très bien. Tout est en acier, excepté les cuirasses. » Lorsqu'éclate la guerre de 1870, Degas s'enrôle dans l'infanterie aux côtés de Manet pour combattre les Prussiens. Le conflit franco-prussien se solde par la défaite de Sedan. Le 4 septembre 1870, c'est la chute du Second Empire et la naissance de la Troisième République. Fuyant la guerre, Sisley, Monet et Pissarro se sont réfugiés en Angleterre. Ils découvrent Londres et ses brouillards. À la National Gallery, ils sont fascinés par les toiles de William Turner, peintre impressionniste avant l'heure. Monet fréquente l'atelier de Whistler. Ce dandy a étudié la peinture avec lui à Paris. Il collectionne l'art japonais qui influence son travail. Avec le balcon, Whistler rend hommage à l'art de l'estampe. La composition s'inspire d'une des 36 vues du mont Fuji, d'Okuzai. Dans cette scène située à Londres, Whistler substitue au mont Fuji le paysage des terrils qui bordent la Tamise.
C'est dans l'atelier de Whistler que Monet retrouve Théodore Duret, l'un des rares critiques à défendre les peintres du groupe des Batignolles. Duret est peint ici par Whistler, un éventail japonais à la main. En 1871, Duret et son ami le banquier et collectionneur Henri Cernuschi quittent Londres pour un tour du monde. Avec les bateaux à vapeur et les locomotives, la terre s'est soudain rétrécie. L'année même du voyage de Duret et Cernuschi, Jules Verne écrit le tour du monde en 80 jours. À Yokohama, Théodore Duret note dans son carnet « Au plaisir bien légitime d'arriver au port, s'ajoute la joie de toucher enfin à ce pays presque fantastique, que les récents événements politiques et les nouveaux moyens de locomotion ont tout d'un coup mis à notre portée. » Aussitôt débarqués, nous avons commencé à acheter des bibelots. Nous arrivons au bon moment pour faire une récolte sans pareille. En quelques semaines, Duret et Cernuschi vont rassembler près de 4000 œuvres. Porcelaine, peinture, estampes et même une sculpture de plusieurs tonnes, le Bouddha de Meguro. Découpé en tronçons et expédié à Paris, le Bouddha est installé au centre de ce qui sera bientôt un musée, l'hôtel particulier d'Henri Cernuschi. Pendant leur voyage, Henri Cernuschi et Théodore Duret s'enthousiasment pour l'art de l'estampe, l'ukiyo-e, un mot qui signifie « image du monde flottant ». Il découvre aussi les mangas d'Okuzai, ces recueils de dessins, scènes de la vie quotidienne au style expressif, révèlent un Japon bien différent des clichés occidentaux. À chaque instant, dans la démarche, les gestes et les grimaces des personnages d'Okuzai, je retrouve admirablement compris, saisi et rendu le peuple que je coudoie ici dans la rue. Au Japon, l'estampe n'est plus à la mode. On se passionne pour la photographie. Paradoxalement, cet art nouveau retranscrit l'image d'un Japon révolu, celui des maîtres de l'ukiyo-e. Les photos de Felice Beato, un Italien installé à Yokohama, vont contribuer à la diffusion de cette vision idéalisée du Japon. À l'été 1874, Édouard Manet, l'un des premiers artistes français à avoir collectionné les estampes, rejoint Claude Monet et Pierre-Auguste Renoir à Argenteuil. C'est là qu'il peint En bateau. Le cadrage rapproché est audacieux. Manet choisit de couper le canot pour n'en montrer que sa partie arrière. Cette composition, novatrice, est clairement influencée par les vues des estampes japonaises d'Okuzai. Claude Monet, lui aussi collectionneur d'art japonais, cherche à retrouver la vision de la nature des artistes de l'estampe.
il s'est aménagé un bateau-atelier pour s'immerger dans la nature. Je veux peindre l'air dans lequel se trouve le pont, la maison, le bateau. La beauté de l'air où ils sont. Et ce n'est rien d'autre que l'impossible. Monet fait partie de cette nouvelle génération d'artistes qu'on appellera bientôt impressionnistes. Bien décidés à rompre avec l'art académique, ils veulent sortir de l'atelier pour peindre sur le motif. La représentation fidèle de la réalité avait été jusqu'alors l'une des fonctions principales de la peinture. Mais la photographie va délivrer les artistes de l'imitation. Ces artistes rejettent les conventions accumulées au fil des siècles. Leur composition, leur palette évoquent l'art de l'estampe japonaise, mais aussi la photographie. C'est d'ailleurs dans le studio du photographe Nadar que le groupe des Batignolles va organiser sa première exposition en avril 1874. Elle réunit entre autres Degas, Cézanne, Monet, Sisley, Pissarro, Renoir, Berthe Morisot. Dans l'atelier, esthètes mondains et curieux se pressent. Le tableau de Claude Monet, le boulevard des Capucines, comme les autres toiles qui l'accompagnent, fera couler beaucoup d'encre. Le journal satirique Le Charivari imagine le dialogue de visiteurs choqués par ce tableau. Ah, est-il assez réussi celui-là? En voilà de l'impression où je ne m'y connais pas. Hein. Et seulement, veuillez me dire ce que représentent ces innombrables lichettes noires dans le bas du tableau. Mais, répondis-je, ce sont des promeneurs. Alors je ressemble à ça lorsque je me promène sur le boulevard des Capucines. Sang et tonnerre, vous moquez-vous de moi à la fin? Quelques toiles plus loin, il était réservé à M. Monet de lui donner le dernier coup. Que représente cette toile, s'écria-t-il devant le numéro 98. Impression soleil levant. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. L'ironie dont fait preuve le journaliste du Charivari à l'égard du mot « impression » n'empêche pas certains critiques d'art de reprendre ce terme à leur compte. On leur a donné d'abord la qualification de japonais. Mais si l'on tient à les caractériser d'un mot qui les explique, il faudra forger le terme nouveau d'impressionniste. Ils sont impressionnistes en ce sens qu'ils rendent non le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Le groupe, que Degas voulait crânement appeler les intransigeants, a sans doute hérité d'un meilleur nom, mais c'est tout ce que lui rapportera cette exposition. Les toiles ne se vendent pas. Des 30 peintres participants, seuls quelques-uns connaîtront la reconnaissance de leur vivant. Les impressionnistes organiseront 7 autres expositions, mais les désaccords entre les artistes ne tarderont pas à faire éclater le groupe. En 1876, le marchand d'art d'origine allemande Siegfried Bing ouvre à Paris une galerie qu'il baptise l'art japonais. En une décennie, le regard des collectionneurs a évolué.
le travail des grands maîtres de l'estampe est désormais connu et étudié. Utamaro, Hiroshige et Okuzai entrent dans l'histoire de l'art. Siegfried Bing écrit « L'appel des artistes japonais commence à être entendu. Nous sommes travaillés par une influence mystérieuse à laquelle l'art subtil de l'Extrême-Orient n'est point étranger. Il reste plus d'une leçon à tirer de cet art dont les origines sont complètement indépendantes des sources de notre esthétique. » Tout comme Siegfried Bing, le riche industriel lyonnais Émile Guimet est persuadé que le japonisme est bien plus qu'une mode. C'est selon lui une chance pour régénérer l'art et la pensée occidentale. Le japonisme est avant tout un fait d'esthétique. Mais la révélation qu'il apporte d'un univers merveilleusement neuf et rénovateur n'est nullement dépourvue d'aspects moraux et spirituels. En 1876, Émile Guimet part à son tour pour le Japon. Accompagné du peintre Félix Régamet, il va étudier la culture et les religions japonaises et rassembler les collections de son futur musée. Passé l'émerveillement des premiers jours, Félix Régamet prend conscience que le Japon est en train de changer. J'assiste à la fin de ce monde merveilleux, artistique, poétique, plein de douceur, qui va sombrer dans le fatras de la civilisation occidentale. Guimet poursuit. Certes, ils n'avaient encore ni usine à vapeur, ni école polytechnique, mais que d'excellentes choses ils avaient, auxquelles ils renoncent sans raison. Désenchantés, Félix Régamet et Émile Guimet découvrent que le Japon s'est modernisé à marche forcée, quitte à rompre avec ses traditions. Signe des temps, l'école des beaux-arts de Tokyo ouvre à cette époque une section de peinture occidentale. En 1883, Claude Monet s'installe à Giverny. Dans sa maison aux murs colorés, il accroche sa collection d'estampes japonaises. C'est là que leur influence grandira dans son œuvre. Les estampes d'Utamaro voisinent avec celles d'Hiroshige. Si Monet connaissait toutes les facettes de l'ukiyo-e, il admirait particulièrement les paysages d'Okuzai. Le jardin de Monet trahit aussi sa passion. Le peintre fera même bâtir un pont japonais surplombant le célèbre bassin aux nymphéas. Le goût de Claude Monet pour l'esthétique japonaise se ressent dans chaque mur, dans chaque plante. Chrysanthèmes, iris et pivoine laissent éclater leurs couleurs dans ses toiles, comme le constate le critique Théodore Duret. Claude Monet, parmi nos paysagistes, a eu le premier la hardiesse d'aller aussi loin dans ses colorations. Et c'est par là qu'il a le plus excité les railleries, car l'œil paresseux de l'Européen en est encore à prendre pour du bariolage la gamme de tons pourtant si vraie et si délicate des artistes du Japon.
Hormis l'avant-garde artistique, la bourgeoisie européenne considère le japonisme comme une mode qui vient renouveler la palette des divertissements. À Londres, on va assister à l'opérette de Mikado pour s'enchanter des mélodies de Gilbert et Sullivan et rire de bon cœur des mœurs étranges et charmantes des Japonais. Au lendemain de la première, en mars 1885, le Daily Telegraph s'enthousiasme. Nous sommes tous japonais. Le spectacle restera des années à l'affiche, à Londres comme à New York. On pourrait juger futile cette opérette. Pourtant, cet art mineur est en accord avec la définition de l'ukiyo-e, donnée par le grand lettré japonais Asai Ryoi. Vivre seulement pour le présent. Contempler les cerisiers en fleurs et les feuilles d'automne. Aimer le vin, les femmes et les chansons. Se laisser porter par le courant de la vie, comme la gourde flotte au fil de l'eau. Voilà ce que nous appelons l'ukiyo-e. La gaieté hédoniste de Mikado ou l'érotisme de Madame Chrysanthème, le roman à succès de Pierre Loti, ne sont pas seulement des caricatures exotiques. Les albums d'estampes érotiques, appelés shunga, étaient aussi parvenus en Europe et n'intéressaient pas que les artistes. Ces scènes d'un érotisme débridé, parfois teinté de grotesque ou de fantastique, enchantait Edmond de Goncourt. J'ai acheté l'autre jour des albums d'obscénité japonaise. Cela me réjouit, m'amuse, m'enchante l'œil. Je regarde cela en dehors de l'obscénité, tant elle disparaît sous la fantaisie, l'arrangement des accessoires, le caprice des poses et des choses, le pittoresque, et pour ainsi dire, le paysage des parties génitales. Aucun tabou ne s'impose dans ces estampes qui montrent, à la grande différence des dessins érotiques européens de la même époque, des femmes prenant du plaisir au même titre que les hommes. Tout cela témoigne de la manière dont les Japonais d'autrefois savouraient le festin érotique. En 1886, un jeune artiste attiré par la peinture impressionniste quitte les Pays-Bas pour s'installer en France. Il s'appelle Vincent van Gogh. Dès son arrivée, il fréquente la boutique de Siegfried Bing, où il achète de nombreuses estampes japonaises. Van Gogh prend pour quartier général le Tambourin, un café fréquenté par des artistes et des écrivains. Là, il rencontre Paul Gauguin, qui vient de participer à l'ultime exposition impressionniste aux côtés d'une nouvelle génération de peintres. Van Gogh peint le portrait d'Agostina Segatori, la propriétaire du café, et la convainc d'organiser une exposition de sa collection d'estampes. C'est dans ce décor que Van Gogh réalise le portrait du père Tanguy, le marchand de couleurs de la plupart des impressionnistes. Ce qui frappe dans cette toile, c'est la position du père Tanguy. Van Gogh ne rend pas seulement hommage au broyeur de couleurs, il en fait une sorte de vieux sage japonais ou de Bouddha bienveillant.
Dans une lettre à son frère Théo, il écrit « Les impressionnistes aiment la peinture japonaise. Ils ont senti son influence. Alors pourquoi ne pas partir dans un pays qui sera notre Japon, dans le Midi? Je pense que l'avenir d'une peinture moderne se trouve dans le Sud. » En 1888, Van Gogh part en Arles pour vivre son rêve japonais. Mon cher Théo, ici les arbres dans la neige avec les cimes blanches et un ciel aussi lumineux que la glace étaient comme ces paysages d'hiver qu'ont fait les Japonais. Depuis des semaines, Vincent Van Gogh attend l'arrivée de Paul Gauguin, avec qui il rêve de fonder une communauté d'artistes. Mais le séjour en Arles de Paul Gauguin sera de courte durée. Le peintre goûte peu à leur communauté ascétique et s'inquiète de la santé mentale de son ami, peint ici en plein travail. En décembre 1888, Paul Gauguin repart en Bretagne. Le lendemain, Van Gogh se tranche l'oreille. Gauguin n'a jamais cru à ce sud japonais cher à Van Gogh. C'est à Pont-Aven que son inspiration japonaise s'est exprimée pleinement. La vision après le sermon affirme la rupture de Gauguin avec l'impressionnisme. Les aplats de couleurs se substituent aux touches. Si rien dans le sujet ne fait penser au Japon, son influence est profonde. 2 échelles de grandeur et 2 espaces différents sont figurés sur la toile. Gauguin les sépare audacieusement avec le tronc d'un pommier en diagonale. Le tableau s'inspire d'une estampe d'Hiroshige, tout en affirmant la singularité du peintre. En cette fin de siècle, la bohème parisienne se presse au théâtre du Chat Noir. Sur la scène de ce théâtre d'ombre, les silhouettes découpées de l'artiste Henri Rivière évoquent un univers fantasmagorique où évoluent des figures de la vie artistique comme Zola ou Rivière lui-même. En 1888, Henri Rivière travaille aux 36 vues de la Tour Eiffel. Un double hommage à la tour, alors en construction, et à Hokusai, dont il possède les 36 vues du mont Fuji. Comme Hokusai, Henri Rivière grave sur bois, et ses estampes sont des variations sur un même thème. Échelle et cadrage renouvellent les vues au rythme des saisons. Contrairement aux impressionnistes qui peignaient sur le motif, Henri Rivière prépare ses planches à un appareil photo à la main. Devenu portable et accessible à tous, l'appareil photo est le nouveau carnet de croquis. À Giverny, Claude Monet lui aussi adopte le principe de la série venue de l'ukiyo-e. Admirateur des 36 vues du mont Fuji d'Hokusai, il choisit un motif avec une forme simple. Avec les meules, Monet s'attache aux infinies variations de couleurs et de lumière
pour témoigner de moments et d'impressions fugitives. La peinture de Monet va devenir presque indissociable de la série. Dans les années 1890, il va choisir un motif dont les coloris changent au fil des saisons et des reflets de l'eau. Au gré des centaines de versions de ces nymphéas, Monet finira par côtoyer l'abstraction. J'ai mis du temps à comprendre mes nymphéas. Je les cultivais sans songer à les peindre. Un paysage ne vous imprègne pas en un jour. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu la révélation des féeries de mon étang. J'ai pris ma palette, et depuis ce temps, je n'ai guère eu d'autres modèles. Cette tentative d'épuisement du motif, qui semble si moderne, est aussi très liée au Japon. Capter la beauté de l'instant, c'est accepter l'impermanence. Monet, avançant en âge, va développer une vision de la nature proche du shintoïsme, une religion qui n'existe qu'au Japon. Au retour de son voyage, Émile Guimet avait écrit « Ici, Dieu est dans chaque arbre, chaque rocher. Le paysage même devient une personne douée d'humeur. » En 1891, dans Le Japon artistique, la revue de Siegfried Bing, un article célèbre la révolution esthétique suscitée par le japonisme. L'influence de l'Extrême-Orient éclate avec l'évidence brutale, rigoureuse du fait accompli. Une influence décisive entre toutes, avec laquelle peut seule être mise en parallèle l'action exercée par l'Antiquité au temps de la Renaissance. La jeune génération d'artistes qui vient après l'impressionnisme trouve elle aussi son inspiration dans l'art japonais. Dans les dernières années du siècle, Maurice Denis, Vallotton ou Bonnard défendent une vision spirituelle du monde et un refus du réalisme. Pour souligner leur volonté de renouveler la peinture, ils se font appeler Nabi, ce qui veut dire prophète en hébreu. Pierre Bonnard, surnommé par ses amis Bonnard le Japonard, s'approprie les codes de représentation de l'ukiyo-e, convaincu qu'il est possible de faire naître l'émotion sans faire appel au volume et à la perspective. J'avais compris, au contact de ces images populaires, que la couleur pouvait, comme ici, exprimer toute chose sans besoin de relief ou de modelé. Il m'a paru qu'il était possible de traduire lumière, formes et caractères, rien qu'avec la couleur. Pour ces femmes au jardin, il emprunte le format vertical des rouleaux traditionnels de soie peinte, les kakemono. Ces figures féminines flottent dans un espace qui renvoie à l'estampe japonaise, mais le style et l'univers n'appartiennent qu'à lui. Un autre Nabi, le peintre suisse Félix Vallotton, s'approprie lui aussi cette vision de l'espace venu du Japon, mais va encore plus loin. Dans la valse, l'imbrication des couples forme des ellipses sinueuses. Les corps s'élèvent du sol comme pour s'éloigner de tout réalisme. Quant aux points multicolores qui les entourent, figurent-ils l'espace, la lumière ou le mouvement ?
Henri de Toulouse-Lautrec, un autre grand japoniste, va s'inspirer de l'art de l'estampe pour construire une œuvre essentiellement consacrée à la nuit parisienne, des cabarets de Montmartre au bordel et autres lieux de plaisir. Comme chez Okuzai ou Hiroshige, il n'y a pas pour Lautrec de sujet sans valeur. C'est le style et la vérité des scènes qui comptent. Dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, les avant-gardes artistiques veulent casser la hiérarchie traditionnelle qui sépare les beaux-arts des arts décoratifs. Une hiérarchie qui d'ailleurs n'existe pas au Japon. L'affiche, médium populaire de cette fin de siècle, va être adoptée par Toulouse-Lautrec. En 1895, l'atelier de Nadar, boulevard des Capucines, a fermé ses portes. Cette même année, sur le trottoir d'en face, se déroule la première projection publique des Frères Lumière. Le cinématographe annonce un siècle nouveau. Le 15 avril 1900, l'exposition universelle ouvre ses portes. Les Frères Lumière, Edison et Méliès, filment Paris depuis la Tour Eiffel. Le thème de la manifestation est bilan d'un siècle, mais c'est surtout l'innovation qui est mise en avant. En témoigne le trottoir de l'avenir qui convoie sans effort les visiteurs sur l'esplanade des Invalides. Les pays invités présentent leur culture. Le Japon dévoile des trésors de la collection personnelle de l'empereur Meiji. L'art japonais vient d'entrer dans les musées. Henri Cernuschi a ouvert le sien avenue Velázquez à Paris, suivi par Émile Guimet, dont le musée est inauguré par le président Carnot en personne. À l'occasion de l'exposition universelle, la danseuse américaine Loie Fuller se produit dans La Geisha et le Chevalier, un spectacle interprété par des comédiens japonais. Selon Jean Cocteau, Loie Fuller apparaît sur scène comme une orchidée de lumière et d'étoffe. À cette époque, Claude Debussy compose La Mer. Il dit avoir trouvé son inspiration dans la grande vague d'Okuzai qui orne son appartement. Avec La Mer, Debussy signe une des œuvres phares du XXe siècle. Japoniste dans son évocation de la nature, La Mer est qualifiée par certains de musique impressionniste. La boucle est bouclée. En ce siècle qui commence, le japonisme est à son apogée. Comme une vague, il a submergé tous les arts, de la peinture aux arts décoratifs, de la littérature à la danse, de la musique au cinéma. En 1905, la victoire du Japon sur la Russie stupéfie l'Europe. Un pays asiatique domine pour la première fois une nation européenne. Le Japon, charmant et exotique, devient soudain aux yeux des Occidentaux un pays moderne et menaçant.
Le Japon continuera à influencer les arts décoratifs et la peinture occidentale, mais l'avant-garde européenne a déjà le regard ailleurs. De Dresde à Paris, des artistes commencent à s'inspirer des arts d'Afrique et d'Océanie. En 1907, Pablo Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon, tableau manifeste de ce nouveau primitivisme. Cette rupture esthétique va renouveler notre regard sur le monde. Cesser de placer l'Occident au centre de tout, et si c'était cela la grande leçon du japonisme ?